passion parfaite d'homme, qu'est-ce que le Maroc a dû céder pour que la France soutienne sa souveraineté sur le territoire du Sahara occidental et sur le plan stratégique, que représentent ces territoires du Sahara occidental? Quels peuvent être les impacts de cette reconnaissance et de ce soutien français au Maroc par la suite pour les États, notamment les États au sud du Sahara, les États du Sahel par exemple? Tout en prenant en compte la brillante analyse introductive de mon fils Pougambok, n'oubliez pas que l'Afrique est devenue un centre des enjeux sur le plan international. Et chaque puissance sur le plan international essaie de prendre à son avantage des positions qui permettent soit à l'Afrique de ne plus être la base arrière du monde occidental, un peu la queue pour la France, mais de libérer l'Afrique, parce qu'en libérant l'Afrique, il crée une nouvelle réalité géopolitique internationale. Alors, et là-dessus, avec l'avènement de l'AES, la France a perdu quelque chose de très très important. Surtout que, hors AES, on voit quand même que les opinions africaines de plus en plus, surtout dans ce qui était considéré comme le précaré français, remettent en cause la prééminence, j'allais dire la présence française et cette prééminence au niveau des décisions sur le plan diplomatique que prennent un certain nombre d'États et même politiques. Donc la France a aussi reçu un camouflet de la part de l'Algérie. Ce n'est pas seulement la question de Sahara occidental, mais même des relations entre la France et l'Algérie. Le président Tebboune l'a rappelé de manière violente, c'était un véritable gifle en disant je n'irai pas à Kanoussa. Je n'irai pas à Kanoussa. Oui, il faut que notre spectateur revienne dans l'histoire et qu'il s'imbibe de cette affaire de Kanoussa. Ce n'est pas seulement une histoire historique, une affaire de l'histoire des relations entre le clergé catholique et les monarques occidentaux, mais dans les faits, ça décline de quelque chose de très grave, c'est-à-dire d'un refus de soumission de l'Algérie vis-à-vis de la France et de ses principaux intérêts. De ses intérêts. Maintenant, il y a la situation interne au niveau du Maroc. On n'en parle pas ainsi. Interne au niveau du Maroc. Premièrement, nous avons un roi qui est très affaibli, qui est très malade, dont certains autour de lui poussent même son fils, qui est l'héritier désigné, de se hâter, n'est-ce pas, à commencer à remplacer le père dans certaines cérémonies plus ou moins officielles. Même si, justement, en interne, un autre clan estime que c'est prématuré. Ah oui, mais ça a toujours été le cas. Mais le père est tellement affaibli. Il est tellement affaibli que... On l'a encore vu à la faveur de cette visite. Vraiment. Ces apparitions publiques sont très limitées, très contrôlées. Oui. Le protocole a été vissé, renforcé autour de sa personne. D'accord. Et effectivement, et ce qui pousse une autre partie du peuple marocain à demander tout simplement la fin de la monarchie. C'est quand même quelque chose qui n'est pas assez dit, qui n'est pas assez relayé sur le plan médiatique. Même Foriou n'en parle pas souvent beaucoup. Mais quand vous regardez les manifestations à l'intérieur du Maroc, des Marocains qui ne veulent plus entendre parler de la monarchie et qui demandent qu'on mette rapidement fin à ce mode de gouvernance de leur pays qui date quand même depuis un bon bout. Donc, c'est vous dire la crise, le malaise profond qui règne au sein de cette monarchie-là. Et c'est dans cet entrefait qu'il y a évidemment l'affaire du Sahara occidental. Mais l'affaire du Sahara occidental, pour la France, c'est une indication de ce que l'Occident prend aujourd'hui comme mesure pour tenter de contrer les velléités de souveraineté du peuple africain. Parce que la question du Sahara occidental n'est plus discutable. Le Sahara occidental est pratiquement membre, est membre de l'Union africaine. Le Sahara occidental, en tant qu'État, sur le plan africain, ce n'est plus un débat. Ce n'est pas une question algérienne. Ce n'est plus un débat du tout. Remettre en cause l'existence de cet État, comme le fait la France, c'est tout simplement parce que, justement, elle veut contenter l'opinion marocaine, mais surtout les décideurs marocains. Elle veut aussi utiliser le Sahara occidental comme une porte d'entrée
pour jouer un rôle d'influence énorme au niveau de la bande sahélo-sahélienne. Arrêtons-nous, passons par fin d'homme, sur cet aspect que vous décrivez. La France veut utiliser le Sahara occidental comme porte d'entrée. Ça ne serait pas la première fois que cela se produit comme ça. La France est souvent passée par là pour opérer au sud du Sahara. Quelles sont les implications que cela peut avoir sur la sécurité, notamment dans les États du Sahel? Mais la première implication, c'est qu'on veut diviser l'Afrique en deux. C'est-à-dire que quand vous êtes sur le plateau, vous les panafricains, et vous parlez de l'unité de notre continent, les autres ne le voient pas d'un bon oeil. Il suffit de prendre une carte. Aujourd'hui, nous sommes revenus à l'ère de la géographie, comme disait quelqu'un qui parle de géopolitique. Il faut prendre des cartes pour voir. Le Soudan, jusqu'au niveau de la mer Rouge, est complètement en feu. On tente de déstabiliser les États qui sont entre le Soudan et l'autre porte, n'est-ce pas, de l'Atlantique, dont le Sahara occidental, la Mauritanie, c'est encore discutable. Au niveau de déboucher, au niveau de la Méditerranée, le pays le plus puissant, c'est l'Algérie pour l'instant, qui fait face à la France et aux intérêts occidentaux. Donc on veut créer un couloir de chaos généralisé qui part du Soudan, de Port-Soudan, pratiquement jusqu'au niveau du Sahara occidental. Dans la proposition que le Maroc fera au pays de l'AES en termes de proposition, pour pouvoir leur offrir une porte d'entrée, n'est-ce pas, maritime, c'était un port qui se situe dans un territoire querellé, dans un territoire dont le Front Polisario réclame comme étant son espace. Donc à partir de ce moment-là, la France pousse à son avantage, vous avez vu la délégation française qui était non négligeable. Absolument. C'est quand même quelque chose, une dizaine de ministres. C'est de l'Intérieur. C'est vous dire l'intérêt et la portée de cette visite dans la nouvelle géopolitique française au niveau du continent africain. Donc faire du Maroc un proxy pour que ce soit plus disputable, contenter les Marocains en donnant des gages de l'action française, j'allais dire, de l'accord de la France pour que la question du Sahara occidental pour la France à l'international ne soit plus discutable, faisant partie de l'espace marocain, pour mieux maintenant utiliser le Maroc diplomatiquement, politiquement, mais aussi comme espace vital pour continuer à s'aimer les désordres et le chaos totalement dans toute la bande sahélo-sahélienne. Donc, à partir de ce moment-là, ce n'est pas une visite pour rien. Ce n'est pas une visite comme toutes les autres visites. C'est une visite qui a plusieurs agendas. C'est une visite qui a plusieurs objectifs. Et les Africains ne doivent pas prendre cette visite de M. Macron au Sahara occidental. Aujourd'hui, maintenant, avec les bouleversements que sont en train de connaître le monde, comme un épiphénomène qui n'aura pas d'incidence ou bien qui n'a aucune importance sur l'avenir de notre continent. Donc, à partir c'est pour ça que je dis souvent qu'il faut être vigilant. Il faut être extrêmement vigilant parce que ce qui se passe aujourd'hui au niveau de notre continent, qui est comme le dernier espace de la véritable bataille, la bataille finale qui opposera finalement l'Occident au monde libre. Je sors de Kazan, j'en parle avec beaucoup d'autorité, je sors de Kazan, au monde libre, c'est vous dire que, attention aux Africains, vous ne pouvez pas continuer à faire semblant de ne pas voir ce qui se passe. J'ai vu tout à l'heure, en rentrant dans vos studios, même le vieux Obasanjo dire aux politiques nigériens, attention, l'Occident ne roule pas pour nous. Ça veut dire que cette prise de conscience, même à des lieux insoupçonnés, commence à produire ses fruits et gêne énormément la diplomatie à la fois française et occidentale au niveau de notre continent. Voilà, à mon sens, ramasser les indices que nous pouvons commencer à mieux sculpter pour démontrer que cette visite de M. Macron et de son gouvernement au niveau du Maroc ont justement des intentions maléfiques, malveillantes, pour l'unité du continent africain, mais surtout pour le peuple marocain qui de plus en plus demande beaucoup, avec insistance, que la politique marocaine change. On a oublié le cas d'Israël qui est complètement une autre entité qui a une mainmise totale sur le Maroc
Et il y a une dichotomie entre le gouvernement marocain qui, de bout des lèvres, condamne par exemple Israël dans son opération militaire spéciale contre les Palestiniens, et le peuple marocain, lui, qui condamne, qui est vent debout contre, n'est-ce pas, cette attaque perfide de Netanyahou contre les Palestiniens et même les Libanais, les Syriens, là-dedans, alors qu'on voit très bien qu'au même moment, il n'y a pas que Pegasus, mais il y a aussi beaucoup de relations très très tenues entre les dirigeants chérifiens et les autorités israéliennes, juives. C'est contestable parce que juifs c'est encore plus large. N'oubliez pas qu'il y a beaucoup de juifs qui sont contre M. Netanyahou aujourd'hui. Et beaucoup plus polysémiques d'ailleurs. Voilà.